Ça marche. Eh bien, bonjour, on s'est pas vraiment quitté. Donc cet après-midi, on est en petit nombre, alors on peut aussi m'interrompre n'importe quand, poser des questions. Ce matin, on a beaucoup parlé de la Syrie, donc je propose de vous raconter un petit peu l'histoire de la CO, mais très rapidement, et puis de présenter un peu l'expo que vous avez ici, et ensuite de partir au Liban, montrer un centre d'action sociale qu'on soutient sur le long terme. Voilà, parce qu'il y a un peu d'urgence, mais il y a aussi des choses sur la longue durée. Éventuellement évoquer ce qu'on a fait pour aider les Libanais déplacés par la guerre, qui sont retournés chez eux entre-temps. Et puis ensuite finir avec Palestine, et puis après ouvrir aux questions, échanger, quel que soit le pays qui vous intéresse, etc. Alors, l'action chrétienne en Orient. Donc on est déjà centenaire. La CO est née en 1922. C'était créé par le pasteur Paul Béron. Voilà, un pasteur alsacien, son père était pasteur, ses frères étaient tous pasteurs. Fin du XIXe siècle, voilà, le terroir protestant alsacien, pasteur de père en fils, etc. Et Paul Béron, au cours de ses études, à Strasbourg, mais aussi il a fait une année en Allemagne, il a eu une vocation de devenir missionnaire. Missionnaire dans le contexte, voilà, fin 19e, début 20e. Donc plutôt l'idée d'évangéliser, de partir partager l'évangile auprès des musulmans. Et il va se former avec une mission allemande, parce qu'il est né pendant la période où l'Alsace et la Moselle étaient allemandes. Donc on est avant la Première Guerre mondiale. Et voilà, donc il est, comme les Alsaciens de l'époque, parfaitement bilingue, voilà, allemand, français, mais tout se fait en allemand. Il étudie une année en Allemagne, et puis là, il rencontre des associations de jeunesse qui parlent de ces missionnaires qui partent en Orient, ça l'intéresse. Et donc il va se former, il va quand même pousser ses études, il aura un doctorat en philosophie et tout. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités intellectuelles. Et il rencontre aussi à Strasbourg sa fiancée, qui est son épouse, Madeleine Ney, qui partage aussi cette vocation. Et alors, ils sont en lien avec l'association missionnaire allemande de Francfort. Les questions qui partent en Iran, ensuite plutôt dans l'empire turc ottoman, enfin l'empire turc ottoman dont j'ai parlé pas mal ce matin. Et puis, 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Voilà, tous les projets sont stoppés. Un peu comme Albert Schweitzer, il doit aussi partir en ce moment-là, puis hop, patatras, tout est remis en question. Voilà, le monde est bouleversé, l'Europe rentre en guerre. Et il est mobilisé, donc du côté allemand. Alors il ne va pas porter les armes, il va devenir, en tant que pasteur, aumônier des hôpitaux militaires de Strasbourg. Donc il va visiter les personnes blessées qui viennent du front. Mais on sait quelque part qu'il est intéressé par l'Orient. Et les Allemands, à l'époque, dans la Première Guerre mondiale, ils sont donc alliés aux Turcs de l'Empire ottoman. Et donc là, si vous vous souvenez un peu, c'est toujours beaucoup d'histoire, mais Première Guerre mondiale, on est beaucoup en France, évidemment, Verdun, tout ça, mais on est aussi en Orient. Et là-bas, il y a les empires qui se raffrontent aussi. Donc l'Empire turco-ottoman affronte les Russes, tout à l'est de la Turquie aujourd'hui, dans le Caucase, dans l'Arménie, justement. Et puis il y a les Anglais, il y a les Churchill qui se battaient contre les Turcs, voilà, et puis un peu les Français aussi, tout ça. Donc à un moment donné, Paul Béron est sollicité pour venir créer en Orient, à l'arrière du front, des foyers de soldats allemands et autrichiens. Vous voyez le truc? En fait, des foyers, des lieux de rencontre pour, là aussi, les soldats qui veulent se reposer à l'arrière du front, et puis, mais avec un côté chrétien. C'est une association d'étudiants allemands qui l'envoie, en fait. Et donc, il va proposer des études bibliques, des temps de rencontre, etc. Et il est délivré de ses obligations militaires pour pouvoir partir en Orient. En même temps, il a ce rôle presque d'aumônier. Donc, il peut mettre l'uniforme, il peut être en civil, il n'est pas soumis à des ordres, il peut se promener un peu partout. C'est vraiment un statut un peu particulier. Et d'ailleurs, son épouse va partir avec lui aussi. Et ils partent en 1916. Voilà, donc on est en plein dans la Première Guerre mondiale. Et vous vous souvenez, ce que j'ai dit ce matin aussi, c'est qu'à partir d'avril 1915, il y a ce fameux génocide, notamment des Arméniens,
Donc c'est vraiment un génocide planifié de manière systématique par les autorités qui dirigent l'Empire turco-ottoman. Il y a une dictature qui s'est mise en place avec 3 personnes qui la dirigent et puis qui ont des idées d'orienter l'Empire turc vers justement quelque chose d'homogène au niveau ethnique, au niveau religieux et tout ça. Et ils ont beaucoup peur que les Arméniens, qui étaient très nombreux, il y avait 2 millions d'Arméniens dans ce qui restait de l'Empire turco-ottoman, ils ont peur qu'ils demandent aussi une indépendance, comme d'autres pays l'ont fait avant, qu'ils créent leur Arménie, etc. Machin. Et donc ils décident d'éliminer tous les Arméniens, quoi, avec des convois, avec les hommes qui étaient mobilisés pour faire la guerre, les hommes arméniens, on leur enlève les armes, on les emmène dans des coins, on les trucide, etc. Et on se tombait sur les routes les vieillards, les femmes, les enfants, etc. Des colonnes de déportés qui vont être progressivement assassinés tout le long du parcours. Et une des plus grandes villes de l'Empire turco-ottoman à l'époque, c'est toujours cette fameuse ville d'Alep, qui est aujourd'hui en Syrie. Et c'est aussi à Alep que Paul Béron va s'établir pour créer un de ses foyers du soldat allemand, puisque c'est une grande ville, elle rayonne, il y a toutes les routes mènent à Alep dans le secteur, donc c'est un point stratégique à tous les niveaux. Et donc en fait, il va se rendre compte que ce génocide est en cours parce que les convois de déportés arméniens arrivent aussi sur Alep, en tout cas une bonne partie, pas tous, mais vraiment beaucoup. Il y a plein de camps où les gens sont emprisonnés, c'est des sortes de camps de concentration, quoi. Ils n'ont pas assez à manger, ceux qui ont réussi à garder un peu d'argent, tout ça, ils soudoient les gardes pour avoir à manger, à boire, pour s'échapper. Et dans la ville même, il y a aussi des Arméniens à Alep, et les Arméniens d'Alep, comme on n'est plus dans la zone, on va dire, à dominante turque, mais dans une zone déjà arabe, les Arméniens d'Alep ne sont pas menacés en tant que tels. Ils ont conscience de ce qui se passe. Et donc il y a tout un réseau à Alep de personnes qui vont essayer d'aider les déportés, qui sont dans les camps tout autour. Et dans ce réseau, il y a les élites arméniennes d'Alep, mais il y a aussi des missionnaires, donc notamment beaucoup de missionnaires protestants. Et puis il y a le consul allemand et le consul américain, je pense que c'est avant que les Américains entrent en guerre, en 1917. Et tous ces gens-là, ils font venir de l'argent, notamment des États-Unis, et puis sous le manteau, avec notamment une femme missionnaire qui s'appelle Romer, c'était quoi son prénom, j'ai oublié maintenant. Enfin bref, voilà, je suis en train déjà de broder beaucoup plus que ce que je voulais, mais voilà, elle a mine de rien, donc ils vont aider. Lui va s'inscrire là-dedans aussi. Dans son foyer, il va employer que des Arméniens comme par hasard, et ceux qui ont réussi à sortir de camp, et hop, ils sont protégés, négocient avec les autorités, voilà, ils trouvent des choses, mais bon. Après, il y a des épidémies qui se déclarent, et puis il y a beaucoup d'Arméniens qui sont envoyés dans le désert syrien, un peu plus à l'est, notamment dans la région de Raqqa, il y avait Daesh et tout ça, puis récemment, sur l'Euphrate, etc. Quand même 1,5 million d'Arméniens vont disparaître dans toute cette histoire. Et puis, Paul Béron va, en 1919 seulement, revenir en Alsace, qui est maintenant française. Donc lui, il a vécu le tour de passe-passe géopolitique, où les frontières sont modifiées, les nationalités, les identités. Et c'est un peu pareil en Orient, puisque l'Empire ottoman va disparaître, et puis à la place, on va avoir la Syrie et le Liban qui vont avoir des nouvelles frontières, des États modernes, des États avec des noms anciens, mais des États modernes, quoi, qui sont définis par la France et l'Angleterre et la Société des Nations, etc. Et retour en Alsace, il continue à travailler pour cette association missionnaire allemande, il fait des conférences, il se forme, il est rédacteur de leur journal et tout. Et on le renvoie en 1922, au printemps, on l'envoie refaire une mission d'exploration, on va dire, en Syrie, dans cette nouvelle Syrie, où maintenant il peut se rendre avec son passeport français. Parce qu'évidemment, les Allemands qui ont perdu la guerre, la Première Guerre mondiale, on leur demande de partir du Proche-Orient aussi, d'abandonner leur mission, leurs biens, etc., leur influence. C'est les Anglais, les Français qui se partagent le gâteau. Et du coup, il peut, lui, avec son passeport français maintenant, retourner voir les gens qu'il avait connus pendant la Première Guerre mondiale. Notamment, c'est des Arméniens, etc. Et là, en fait, il y a une nouvelle vague de réfugiés arméniens qui se sont rassemblés autour d'Alep, parce qu'il y a la Turquie moderne qui se forme avec Mustafa Kemal Atatürk,
Et quelque part, ils finissent le travail, quoi. Là où il y a encore des gens un peu différents, des Arméniens, ils les poussent dehors, et puis les Arméniens ont peur qu'on vienne les massacrer. Et donc, paf, ils vont vers Alep à nouveau, où les Français sont là. Ils ont dit, on sera protégés par les Français. Donc, on a à nouveau plein de camps de réfugiés, avec des Arméniens, des camps vraiment insalubres, sordides et tout ce qu'on veut, avec des Maliks qui développent tout ça. Donc lui, il rencontre ces populations, il rencontre aussi des chrétiens syriens arabophones, pas seulement de cette minorité arménienne. Il est très touché, et même il le raconte qu'à la Pentecôte 2022, il a une sorte d'émotion, parce que voilà, il dit en fait, je rencontre ces gens, puis ils ne me demandent même pas de l'aide, ils me demandent de mieux connaître la Bible en fait, de prier avec eux, etc. Donc il est vraiment très touché. Donc il revient, et puis il dit à sa mission allemande, oui, il y a plein de choses à faire en Syrie, à Alep, pour cette population. Il faudrait qu'on fasse quelque chose, mais on ne peut pas le faire en tant qu'Allemand, quoi, parce que voilà, c'est la mission de Francfort, voilà, vous êtes du mauvais côté de l'histoire maintenant. Donc, et cette mission de Francfort va donner les premiers fonds pour créer une nouvelle association qui sera la nôtre, l'Action Chrétienne en Orient, créée donc à partir de Strasbourg, en Alsace. Voilà, avec ce coup de pouce d'une mission allemande, des Alsaciens qui étaient avant étaient allemands, maintenant sont français, puis ils se retrouvent en Syrie, avant c'est l'Empire ottoman, maintenant c'est, vous voyez, tous ces bouleversements. Et Paul Béron, finalement, il ne va pas être un grand évangélisateur de musulmans, mais il va plutôt être un grand soutien humanitaire des Arméniens. Voilà, c'est un peu le tournant de sa vie. Et donc en décembre 1922, on crée l'ACO. Les objectifs, vous voyez, à l'époque, aide matérielle aux Arméniens. Aujourd'hui, on dirait faire de l'aide humanitaire, au sens général, venir au secours de ces populations. Après, être en lien avec les chrétiens orientaux, avec cette idée que voilà, le christianisme oriental, les églises d'autrefois, elles étaient dominées par l'islam. Encore aujourd'hui, tout ça, elles ont gardé leur tradition, mais elles sont un peu sclérosées, quoi. Et donc, on peut aussi échanger, à apporter des choses. Et puis, on garde quand même comme idée qu'on va témoigner aux musulmans, ce qui sera fait aussi, mais sans d'avoir un grand succès en termes de conversion, que sais-je. En tout cas, il y a un côté humanitaire qui va être très fort et qui marque encore un peu notre identité, c'est-à-dire être en lien avec des chrétiens du Proche-Orient et voir comment on peut les aider dans leur situation, être solidaires. Et donc voilà, je vous montre quelques photos d'époque, dans les fameux camps autour d'Alep avec ces réfugiés arméniens. Là, on a Edwige Bull, qui était missionnaire d'origine estonienne, qui avait déjà passé 10 ans de sa vie en Turquie ottomane pour tenir un orphelinat d'enfants arméniens, parce qu'il y a eu des grands massacres d'Arméniens dans l'Empire ottoman dans les années 1890. Et puis Paul Béron l'avait rencontré donc à Alep et dans le secteur pour la Première Guerre mondiale. Elle revient aussi, et puis l'Estonie a été prise par l'Union soviétique qui s'est créée en 1917, elle se retrouve apatride, et puis il lui dit mais est-ce que tu ne veux pas retourner en Orient, cette fois-ci en Syrie, à Alep? Et elle va rester 30 ans de sa vie, toute sa carrière à la CO, elle parlait arménien parfaitement, turc, un peu arabe, anglais, français, allemand, bref, quelqu'un d'assez, voilà, il dédie toute sa vie. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont être faites, de l'aide alimentaire. On va créer des dispensaires, on va envoyer des missionnaires infirmières, des missionnaires médecins, etc. Il y avait beaucoup de maladies qui touchaient les yeux, avec des moucherons qui vous infectaient, des choses comme ça. Donc ça, c'est les deux Alsaciennes. Voilà. Il y avait aussi des personnes envoyées par des Pays-Bas et de Suisse, parce que Paul Béron va trouver de l'aide et du soutien chez les protestants de Suisse francophone, et puis chez les Hollandais, il y a des contacts comme ça. Ça reste encore aujourd'hui. On est toujours reliés comme ça à des missions hollandaises et suisses qui collaboreront dans ce qu'on appelle l'ACO Fellowship, la communauté de l'ACO. Beaucoup d'orphelins, évidemment, beaucoup d'enfants qui ont perdu leur père ou leur père et leur mère. Donc il y a tout un volet d'éducation, de catéchisme et aussi de colo. Il y a un centre qui va être créé, c'est l'époque des premières colos, et ils vont créer un centre en dur dans la montagne à quelques dizaines de kilomètres d'Alep pour l'été requinquer les enfants, faire de l'activité avec eux, qu'ils reprennent du poids, tout ça, puis aussi côté biblique, témoignage, tout ça se vit aussi dans une piété importante. Voilà, ça c'est toujours Edwige là avec tous les enfants dans ce centre qui existe encore en fait à Alep, qui n'a pas été détruit par la guerre.
Et par exemple, ce monsieur-là, Aydostian, cet instituteur, son petit-fils aujourd'hui, il dirige une université à Beyrouth, une université protestante arménienne, et aussi l'église protestante arménienne de Beyrouth, on l'avait rencontré avec Bertrand. Voilà, et ça, on s'est rendu compte en faisant nos recherches pour notre centenaire et tout. Donc, voilà. Au bout d'un moment, c'est quand ils deviennent insalubres aussi, on veut construire en dur, on achète les titres de propriété, on envoie des matériaux pour construire. Vous voyez que ce sont des femmes qui construisent leur maison essentiellement. Hein, voilà. C'est toute une renaissance d'une population qui a failli disparaître, hein, d'une population de survivants. Voilà, alors aujourd'hui, en un siècle, il y a plein de choses qui ont changé, il faut faire toute l'histoire de l'ACO, mais vous dire que on est présent un peu dans ces pays-là, c'est-à-dire on a des contacts avec les chrétiens iraniens, un peu en Irak, beaucoup en Syrie, je vous ai mis le nouveau drapeau, au Liban, après la Deuxième Guerre mondiale, un peu en Arménie, quelques projets directs, mais aussi avec l'aide de Espoir pour l'Arménie ou de Solidarité protestante France-Arménie, en Égypte depuis les années 90, et en Israël-Palestine de manière intermittente, mais là depuis toute la guerre qu'il y a eu depuis le 7 octobre, je vous parlerai de ce qu'on soutient. Il y a une église luthérienne, palestinienne, et puis il y a une église anglicane, donc on soutient des choses en ce moment. Voilà, on a des projets qui, on va dire, à peu près une trentaine de projets chaque année. Il y en a qui sont un peu toujours les mêmes, il y en a qui sont nouveaux, voilà, des projets précis, construire un foyer paroissial, une fois qu'il est construit, c'est fini. Puis il y a des projets où on est vraiment dans le plus long terme, par exemple le centre social dont je vais vous parler tout à l'heure. Ce sont des projets qui sont aujourd'hui non pas pilotés par nous depuis Strasbourg, mais c'est que des projets qui sont faits en partenariat, qui sont proposés par les églises là-bas. C'est-à-dire c'est eux qui savent aujourd'hui ce qui leur convient, leurs besoins, et qui font appel à nous. Alors ils peuvent de l'éducatif, du social, de l'urgence humanitaire, de la formation spirituelle et théologique, du soutien à la vie paroissiale locale, l'aide pour rénover ou construire, etc. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une petite mission, on a une petite association, et là-bas en face, ce sont des églises aussi protestantes qui sont très minoritaires dans le monde musulman et chrétien en général du Proche-Orient. Donc on est entre partenaires de taille petite ou modeste, et on arrive à se connaître vraiment dans des relations directes. Et ça fait un peu notre force, parce qu'on a construit une grande confiance à travers le temps, on se connaît bien, on confie des fois des secrets sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, vous voyez ce que je veux dire, entre les présidents d'église qui me disent, bah là, ça et ça, ou un tel qui me dit, bon là, il faudrait mettre, si tu peux aider là, c'est bien, parce que personne ne peut nous aider là, enfin, etc. Donc on est dans ce dialogue constant, et on aime aussi se rencontrer, c'est important de temps en temps de se rencontrer, donc on a des réunions au moins une fois par an. Là, c'était à Alep en 2019, c'était la première fois aussi qu'on pouvait retourner après la guerre, de manière à peu près sûre. Bon, il y avait toujours un peu des bombardements, mais pas à Alep même, on a pu s'y rendre. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a un visage humain à cette mission, et que sur ces photos, vous avez des Hollandais, des Français, des Suisses, des Syriens, des Libanais. Là, il n'y a pas d'Iraniens parce que c'était compliqué pour eux. Mais voilà, là aussi, ouais, c'est notre rencontre au Liban en 2023. Là, il y a des Iraniens, comme Elbrick, par exemple. Voilà. Et puis, on a aussi un volet jeunesse. On aime bien, on se dit qu'il faut aussi que la mission soit quelque chose qui apporte aux jeunes. Le fait de partir à l'étranger, de rencontrer d'autres jeunes, d'échanger sur la foi, de voir leur contexte, la diversité culturelle, la diversité de niveau de vie sociale, tout ça, ça transforme les jeunes qui participent à des choses comme ça. Et inversement, l'été dernier, il y avait tout un groupe de jeunes adultes qui est venu en France. On a eu des super débats sur paix, justice, écologie, le droit de l'homme, etc., etc. Donc on a fait 2 semaines en France, on a accueilli des jeunes de 7 nationalités différentes. Donc c'était en anglais, voilà, on se débrouillait, tout ça. Et ouais, ça fait toujours des fruits très beaux, et donc il faut continuer à le faire. Là, c'est une maison en Égypte, un foyer qui accueille des jeunes filles, dont les parents, soit elles sont orphelines, soit les parents ont beaucoup de problèmes sociaux, et dans ce foyer, elles trouvent de quoi construire leur vie, aussi elles peuvent aller à l'école à partir de ce foyer.
Et pendant, voilà, déjà, moi j'ai découvert ce foyer en 2009, et jusqu'à aujourd'hui on fait des échanges de jeunes, quoi, régulièrement. Et on des éditions en France, on va en Égypte, et ainsi de suite. Voilà, une présentation générale de la CO. L'exposition que vous avez là, en fait, elle a été créée pour notre centenaire en 2022. Et on avait imaginé ce logo en forme de colombe avec un peu des mots-clés. Voilà, on l'avait appelé Mémoire d'espérance, avec toujours cette histoire de, malgré toutes les crises, garder l'espérance. Et puis voilà, revenir sur notre histoire. Et on a des super archives. On a découvert que les historiens nous aimaient beaucoup. C'était vraiment bien. On a un historien qui est venu sonner à notre porte. Il est entendu dans les nuages, je n'ai pas entendu parler de la CO à un moment donné, et puis en fait, il nous a fait prendre conscience que nos archives étaient exceptionnelles. En fait, on a des photos, et on a tous les documents depuis la signature de l'acte de naissance de l'association. Du coup, entre-temps, on a réussi à donner ça aux archives départementales. Ça s'est bien conservé. Et voilà, puis du coup, on a pu faire cette expo qui circule à droite à gauche. Les deux premiers panneaux, donc vous les retrouvez ici, hein, voilà, ils retracent cette histoire. Je vous ai retracé, raconté rapidement. Là, il y a un panneau qui montre comme quoi, à la fois, c'était une mission qui était assez classique pour une mission du 19e. Là, on pilote tout d'ici, on envoie des missionnaires sur le long terme, on fait du social, de l'humanitaire, d'évangélisation en même temps, tout ça. Conception de la mission de l'époque. Et en même temps, il y a plein de choses un peu originales, c'est-à-dire qu'on s'adresse d'abord à des chrétiens. On ne va pas les convertir, donc même si on veut améliorer, édifier notre foi en commun, quoi. Donc population chrétienne arménienne, ensuite on fait beaucoup d'humanitaire, on va employer beaucoup de gens locaux, des Arméniens, mais des Arabes, des Turcs, des Assyriens, voilà. Il y a beaucoup de collaboration entre des, voilà, il y a des choses particulières qui nous marquent encore dans notre identité. Après, vous avez un panneau sur la fameuse Edwige, son parcours. Et là, cette fameuse Béatrice, voilà, elle s'appelait Béatrice Romer. Voilà. Elle, c'est une héroïne. J'ai lu un article d'un historien qui a montré tout ce qu'elle a fait pour sauver des Arméniens. Et après, elle est devenue une figure, elle était anti-nazie aussi. Il y a des choses qui sont logiques dans son parcours de vie aussi. Nerses Ratchadourian, c'est aussi un parcours vraiment exemplaire. Il était un de ces orphelins du génocide, toute sa famille disparue sauf lui et son frère. Après, il a été vendu comme esclave, quoi, pour être berger chez des Kurdes. Et puis après, il a carrément oublié sa langue maternelle, l'arménien. Et puis des gens l'ont reconnu, enfin l'ont compris qu'il était arménien, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été récupérés par les survivants. Après, toute une aventure qui l'a amené jusqu'à Marseille, grâce à des églises. Et là, il a rencontré Béron, et Béron a l'idée de dire qu'il vaut mieux que dans la mission des Orientaux parle à des Orientaux. Est-ce que tu ne veux pas repartir en Orient? Ce qui est quand même incroyable, repartir sur le lieu que tu avais quitté après les massacres et tout. Et donc il est devenu missionnaire de la CO, jusqu'à un moment donné prendre la direction de la mission à Alep. Et puis ensuite, c'est lui qui a fait le lien avec l'Iran. Il est devenu pasteur en Iran auprès des protestants iraniens. Donc c'est chouette, quoi, parce que une figure européenne, une figure orientale, et avec des parcours pas possibles. Voilà, après dans la suite de l'expo, vous avez un peu des visages qui illustrent, qui incarnent un peu ces 100 ans de mission. Ce qui était aussi assez original pour notre mission, c'est qu'on a fait des choses aussi en France. Il y a des Arméniens comme les Aznavour et autres qui sont arrivés à Marseille et puis qui ont sollicité Paul Béron pour les aider à construire une église protestante arménienne. Donc, qui existe toujours, et donc on a gardé des liens avec eux, l'Union des églises évangéliques arméniennes de France. Pareil, c'est parce qu'ils les avaient rencontrés pendant la guerre, et puis il y en a une qui arrive et qui dit bon, nous on est arméniens, mais on n'est pas arménien catholique ou arménien orthodoxe, on voudrait notre foi, aidez-nous à bâtir notre vie d'église. Et Paul Béron, c'était un bon luthérien, mais il a toujours travaillé avec que des non-luthériens dans toutes ces histoires. Il a respecté l'expression de foi et la théologie de chaque partenaire avec qui il a travaillé. Et plus tard, on va accueillir des travailleurs migrants d'Afrique du Nord, à Strasbourg. On va initier le dialogue islamo-chrétien dans notre église en Alsace et tout ça, à partir de la CO. Voilà, en 1995, on va créer cette ACO Fellowship qui regroupe plusieurs partenaires à pied d'égalité.
Donc on vit la mission autrement aujourd'hui, vraiment en partenariat. Et puis après, on vous a mis des projets aujourd'hui, voilà, tout un exemple sur ce panneau-là, ici des explications sur d'autres pays, etc. On est présent, et puis à la fin, une sorte de conclusion avec le verset de la règle d'or. Faites tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, c'est la loi des prophètes. C'est le verset choisi par Béron pour guider notre action. Voilà, donc ça, vous pourrez tranquillement prendre le temps de lire ça aujourd'hui ou les prochaines fois que vous venez dans le temple. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on peut faire un point, on peut faire comment dire, si vous avez envie des questions sur l'ACO, sur son histoire? Il est décédé quand, Paul Béron? Il est décédé en 1970, il était à la retraite dans les débuts des années 60. Et juste avant la guerre d'Algérie, il y avait eu une extension aussi en Algérie, puis en Tunisie, etc. Et ça s'est arrêté il y a quelques années à cause de la décolonisation. Ouais, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de capacités, qui a énormément donné, avec plein d'épisodes compliqués, hein, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Alsace était nazifiée, germanisée, tout ce qu'on veut, donc c'est les Suisses qui ont pris le relais. C'était bien qu'on ait été différentes. Et les Suisses ont réussi à tout maintenir, alors que lui ne pouvait plus rien faire depuis l'Alsace. Voilà. Et donc dans le petit livre qui est à l'entrée, là, il y a un peu son histoire. Ça se lit bien. C'est mon prédécesseur Thomas Wilde qui a raconté un peu la petite biographie de Paul Béron. Et puis c'est chouette parce qu'il y a plusieurs de ses petits-enfants qui sont devenus pasteurs aussi. Donc il y a un côté encore familial aussi. Voilà. Est-ce que l'ACO fait partie comment dire, des protestants de France, de la Fédération protestante? Voilà, on est membre de la Fédération protestante de France. Alors comme on est en Alsace, on est très soutenu par l'UEPAL, l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine. Dans l'UEPAL, en fait, chaque paroisse essaie d'atteindre une cible missionnaire qui est répartie avec le DEFAP, mais aussi l'ACO et deux autres partenaires. Donc on bénéficie de ça, c'est un peu notre fonds, et après on a des donateurs et des paroisses qui font des opérations exceptionnelles ou des dons en plus. Et l'Église unie est devenue membre de l'ACO. On collabore pour le poste de la paroisse francophone de Beyrouth, de la paroisse francophone aussi du Caire, et pour d'autres choses. Donc on a vraiment des bons liens dans le monde protestant, luthéro-réformé, comme on dit, mais aussi chez les Arméniens, etc. Et il y a des liens avec les églises allemandes ou plus du tout? Il n'y a plus vraiment de lien. On connaît toujours la mission de Francfort. Elle a continué, mais un peu autrement et un peu ailleurs, mais on ne collabore pas forcément directement, quoi. Après, quand on a des réunions, des fois en Orient, il y a aussi nos partenaires, ont aussi plein d'autres partenaires européens et américains. Donc on se croise un peu toujours les mêmes, quoi. On se connaît à force, et puis selon les cas, on coordonne des choses ou pas. Ouais. Mais avec les Suisses et les Hollandais, là, on est dans une coopération vraiment très proche. Et au niveau des relations avec les autorités, maintenant les nouvelles, l'autorité syrienne? Au Liban, en Syrie, donc en Syrie, nous, on n'a pas, moi j'ai pas de relation directe, hein, mais en tout cas pour l'instant, comme je disais ce matin, avec le nouveau pouvoir, ils ont donné des garanties aux chrétiens. Donc vous pouvez rester, vous pouvez avoir vos cultes, vous n'êtes pas obligé de mettre le voile, etc. Donc pour l'instant, ils ont fait, comment dire, ils essayent d'unir le pays et ils savent très bien que le christianisme en Syrie fait une part de l'identité de la Syrie, même s'il y a moins de chrétiens. Donc ils essayent aussi, pour se faire aussi voir positivement par la communauté internationale et par l'Occident, de faire place à tout le monde. Alors, on espère que ça va tenir, il y a eu quelques incidents du style des gens de la base, de leurs troupes qui ont une fois incendié un sapin de Noël parce que ça faisait trop chrétien, ou qui ont dit aux femmes qu'il fallait se couvrir un peu plus le corps, etc. Et on voit que ça s'islamise quand même parce que dans les tribunaux, là aussi, les femmes devaient être voilées, c'était pas le cas avant.
Il y a des signes comme ça, quoi. Mais c'est flottant encore, c'est flottant. Et en tout cas, il a rencontré tous les responsables chrétiens, les patriarches, si vous voulez, ou les présidents d'église ont rencontré le nouveau Ahmed al-Shara, il s'appelait Al-Jolani avant de Seconde Guerre. Donc c'est un signe positif, quoi. Il faut quand même valoriser ces signes positifs et essayer que ça tienne. À Alep aussi, ils ont fait tout de suite une réunion avec les chrétiens et il y en a qui ont demandé qu'est-ce qui va changer et ils ont tout de suite dit bon, rien ne changera pour vous, ils voulaient vraiment rassurer, ne partez pas, etc. On va voir. Parce que là où dans le territoire qu'ils avaient sous leur coupe, donc dans un petit réduit qui s'appelle la ville d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie, les chrétiens n'avaient plus vraiment le droit de citer, un petit peu, quoi. Ils devaient enlever les croix, pas sonner les cloches, se faire très discret. Mais bon, s'ils font ça sur l'ensemble de la Syrie, ça va coincer, quoi. Il y a beaucoup de musulmans qui ont aussi des mœurs, libérées, qui sont très contents d'aller boire de l'alcool dans un restaurant chrétien. Damas, à Alep, c'est des villes très ouvertes, très voilà, je veux dire, qui sont aussi. Il n'y a pas que les chrétiens qui s'inquiètent, il y a toute une partie de la population qui veut garder cette liberté, quoi, et qui n'a pas envie d'avoir la charia, version dure. Donc voilà, on est dans ces interrogations. C'est wait and see, c'est ce qu'ils me disaient, tout ce qu'ils me disent. On attend de voir, quoi. Et l'influence russe, ça existe toujours ou... Beaucoup moins maintenant, quoi. Puisque c'était les grands vainqueurs, hein. Les Russes, c'est eux qui ont fait tenir le régime de Bachar grâce à leur aviation notamment, et leurs troupes. Et j'ai souvent croisé des troupes russes, hein, quand je suis allé en Syrie. Je voyais des chars et des drapeaux russes, hein, des drapeaux iraniens, des drapeaux du Hezbollah, il y avait un peu tout le monde, même des Afghans étaient venus faire la guerre. Et voilà, si je vous montrais une carte de la Syrie avec tous les forces en présence, c'est impressionnant, hein, parce que vraiment plein. Ouais. Vous êtes presque colonisé la Syrie. Ouais, en plus chacun se payait sur le pays, quoi. Ils n'ont même pas investi pour le reconstruire, hein. Ils ont plutôt pillé tout ce qui restait à piller. Et donc je pense qu'ils sont en train de négocier pour voir s'ils peuvent garder leur base. C'est surtout ça qui intéresse les Russes, de garder. Ils ont une base aérienne et ils ont une base, un port militaire, voilà, qui est très précieux pour eux. Ça aussi. Je vous emmène en Liban. Ça marche. Alors, voilà, j'aime bien cette image que je me fais trouver, parce que le Liban, ce matin, j'ai vite mentionné, mais depuis 2019, c'était un peu la catastrophe, beaucoup la catastrophe. Donc, vous savez, le Liban, pays multiconfessionnel, à peu près un tiers de chrétiens, un tiers de musulmans sunnites, un tiers de musulmans chiites, d'autres diversités religieuses comme les Druzes, etc. Et puis donc en 2019, une grande crise financière, en 2020 il y a le Covid bien sûr, mais avec cette crise financière, il faut imaginer de 30 à 80% de la population qui passe sous le seuil de pauvreté en quelques mois. Hein, pour atteindre ce même taux, en Syrie, il a fallu 10 ans de guerre. Là, en quelques mois, les gens perdent l'inflation, le chômage, les pénuries, votre argent ne vaut plus rien, vos économies partent en fumée, l'explosion du port de Beyrouth, etc., la crise politique, les réfugiés syriens, voilà. Et pourtant, le pays a tenu, ce qui est un peu un miracle. On ne sait pas trop comment, quoi. Les gens ont compté sur la diaspora, ils ont compté sur l'aide humanitaire. Et puis enfin, la guerre entre la milice du Hezbollah et l'État d'Israël, qui s'est intensifiée donc septembre, octobre, novembre dernier, avec 1 million de Libanais déplacés. Mais voilà, quelques signes qui vont mieux, avec un nouveau président, un nouveau Premier ministre depuis ce mois de janvier. Voilà. Donc juste pour vous donner un contexte, et forcément ce contexte il a impacté tous les Libanais, et puis un centre social qu'on soutient, que je vais vous présenter. Alors, ce centre social, il se trouve dans la localité de Bourj Hamoud. Et Bourj Hamoud, c'était un terrain marécageux, jusqu'à
après la Première Guerre mondiale, et des rescapés du génocide arménien ont pu s'installer là. Il y en a qui sont arrivés, il y en a qui sont restés à Alep, il y en a qui sont arrivés à Beyrouth. Donc près de Beyrouth, à l'époque, il y avait une sorte de marécage près de la mer, là, et puis ils ont monté des tentes. Puis après, c'est devenu une ville, voilà, et donc il y a une communauté arménienne importante, un peu moins aujourd'hui, mais qui était très importante au Liban. Donc des gens aussi qui, vraiment, leur langue maternelle, c'est l'arménien. Et ils vont dans des écoles où on parle aussi arménien, ils apprennent leur culture arménienne tout en apprenant l'arabe, et puis en faisant les études comme les autres. Donc c'est un quartier qui a toujours été pauvre, qui s'est développé très dense.